Bonjour Amanda Castillo. Salut Anne-Noël. Et si les femmes avaient le droit de vieillir comme les hommes aux éditions Iconoclaste? Dans vos interviews, vous êtes souvent en jaune et sur les photos aussi. Alors le jaune, c'est une couleur lumineuse, ensorcelante, qui a le pouvoir d'envelopper d'énergie positive. Alors est-ce qu'il y a eu une recherche aussi loin ou c'est juste un hasard? Alors franchement, il n'y a pas tellement de recherche. Moi, j'aime beaucoup m'habiller en noir aussi. Oui. Mais oui, en fait, tous mes habits sont vieux. J'ai très peu d'habits. Je tourne avec peu de choses. Okay. Et je remets très souvent les mêmes choses parce que j'aime pas me casser la tête. Et c'est vrai que quand on me dit qu'un pull me va, je vais remettre ce pull 150 fois. Et parfois, on va me voir sur 10 vidéos avec le même pull que j'ai à double, que j'alterne. Amanda Castillo, vous êtes une journaliste suisse. Je me considère quand même suisse dans la mesure où je suis née à Genève. J'ai vécu une bonne partie de ma vie à Genève. Mes parents étaient diplomates, tous les deux originaires de Madrid. Et donc, quand je suis née, ils travaillaient ici. Ensuite, mon père a déménagé à Pékin. Donc, j'ai aussi grandi une bonne partie de mon enfance et adolescence en Chine. C'est un pays que je connais très bien. Et donc oui, en fait, mon sang est espagnol, on va dire. J'ai jamais vécu en Espagne. Et finalement, on est du pays où on vit, avec qui, où on a été à l'école, où est notre environnement. Donc je considère effectivement que je suis genevoise. Dans votre livre, vous abordez un véritable sujet de société, le diktat de l'âge et la différence de traitement entre les hommes et les femmes par rapport à l'âge. Pourquoi avez-vous eu envie d'aborder ce sujet qui finalement n'est pas un sujet complètement nouveau? C'est quand même un sujet nouveau dans le sens où on l'a beaucoup traité par rapport à... On pense souvent que l'agisme, c'est quelque chose qui concerne les femmes à partir de 50 ans, qui est l'âge qu'on associe à la ménopause. En fait, l'agisme concerne les femmes très jeunes déjà. En fait, toute notre vie, on est hanté par la peur de la péremption. On capte très tôt dans notre environnement que notre valeur est corrélée à notre jeunesse. Donc, c'est sous cet angle-là que je l'aborde dans mon livre. Donc, je parle vraiment de cette terreur qu'ont les femmes très très jeunes, déjà à la vingtaine. On leur explique qu'il va falloir commencer les crèmes anti-rides. À 23-24 ans, elles s'entendent déjà dire qu'elles sont trop vieilles par certains hommes. Donc ça, je pense que c'est assez nouveau. C'est un discours qu'on n'a pas encore trop entendu. On a beaucoup entendu la stigmatisation des femmes de 50 ans, mais en réalité, c'est un problème qui démarre très très tôt. Beck BD dit « Je suis un vampire qui aspire le sang de mes jeunes compagnes pour rester éternellement jeune ». On retrouve aussi beaucoup cette peur de la mort qui habite les hommes qui sont obnubilés par les femmes jeunes. Donc les femmes jeunes sont un moyen de conjurer la mort. Et aussi une manière pour eux de projeter un âge différent du leur. Je pense qu'il y a une sorte d'illusion comme ça qui s'opère magiquement, qu'on ne va pas voir leur âge s'ils s'affichent à côté d'une femme de 20 ans. Tout le monde le voit. Je pense qu'au contraire, c'est le signe indubitable du basculement vers la vieillesse quand on commence à faire ça. Balzac, il dit qu'effectivement la femme mariée est une esclave qu'il faut savoir mettre sur un trône. Donc c'est ce qu'on fait croire aux femmes mariées. On leur dit que tu es merveilleuse, on chante les louanges de la fée du logis. En réalité, c'est une femme qui est au service d'un homme. Nous sommes dans l'ère de l'obsolescence programmée. Les iPhones, les ampoules, les collants, les vêtements, les voitures. Donc je rappelle que ça signifie réduire la durée d'une vie d'un produit pour en augmenter le taux de remplacement. Est-ce que la femme serait inclue dans cette définition plus que les hommes? Clairement, il y a un double standard du vieillissement. C'est-à-dire que les rides et les cheveux blancs chez une femme, c'est la sorcière, et chez un homme, c'est Georges Clooney. Donc c'est ça, clairement. Pourquoi? C'est ça qui est intéressant, je pense. Pourquoi? Et le problème, c'est que c'est cette fameuse phrase de John Berger, les hommes regardent les femmes se regardent en train d'être regardées. Et en fait, en nous regardant en permanence en train d'être regardés, on oublie de lever la tête et de regarder qui nous regarde. Et ça, c'est quand même, je conseille à toutes les femmes vraiment de lever la tête et regarder un petit peu qui les regarde. Parce qu'une fois qu'on a fait cet exercice, on n'a plus forcément très envie d'être regardé. Et on s'aperçoit aussi que les motivations derrière certains regards sont assez toxiques.
des hommes qui sont vraiment dans des rapports de domination, qui veulent des femmes très jeunes parce qu'ils veulent les soumettre à leur volonté. Elles sont plus malléables, plus façonnables. Et donc il y a aussi toute cette posture du Pygmalion. Il y a, comme on vient de le mentionner, cette peur de la mort. Donc voilà, la femme est véritablement un objet, un sexe où accrocher le reste de leur jeunesse pour la retenir, un écho docile, une béquille pour les vieux jours. Et donc en fait, quand on comprend tout ça, alors je ne veux pas généraliser, hein, mais il y a beaucoup d'hommes qui sont dans cette dynamique-là quand ils recherchent des femmes jeunes. Quand on a compris tout ça, on n'est plus dans l'auto-apitoiement, l'atmosphère est tout à coup à la liesse, hein. On est très content. J'ai envie de dire aux femmes, vraiment, réjouissez-vous de ne pas plaire à ces hommes. En réalité, c'est un grand bonheur. Et en fait, on a quand même autre chose à faire dans notre vie que de passer notre temps à essayer de plaire à des individus qui nous considèrent comme un joli arrangement de particules, une surface lisse, sans individualité. Les femmes, je trouve qu'elles se jugent aussi elles-mêmes et qu'elles se plient à ce diktat, malheureusement. Ah bah oui, c'est tout le problème. Clairement, et elles sont parfois même plus virulentes entre elles, je trouve, à se juger. Et ça m'interpelle, je me dis pourquoi? C'est qu'on a intériorisé le male gaze. On est dans une société, donc le male gaze, c'est ce regard d'homme hétérosexuel qui prédomine dans notre culture, dans tous les produits culturels, dans la publicité, dans le cinéma, dans les séries télé. On est sans arrêt soumise à ce regard et finalement on l'intériorise et du coup on intériorise aussi le jugement sans pitié que le monde porte sur notre corps. Donc on devient on devient notre propre on s'objectifie soi-même finalement. Et effectivement, c'est ce que dénonce d'ailleurs Fatima Mernissi, qui est une intellectuelle marocaine. Elle explique que les femmes, elles n'ont pas besoin d'un harem, hein, comme dans le monde arabe où on enferme les femmes derrière la burqa ou dans l'espace physique clos, puisque les femmes occidentales portent le harem en elles. C'est le harem des esprits colonisés. De plus en plus de femmes mettent l'accent sur leurs études, sur leur indépendance économique, qui est vraiment le nerf de la guerre, parce que c'est ce que j'arrête pas de répéter, c'est que la liberté d'être soi-même, d'être pleinement un sujet, elle commence toujours avec l'argent nécessaire pour la financer. Et aujourd'hui, on a tellement de femmes qui tombent dans la précarité parce qu'elles ont cessé de plaire. Donc plutôt que de miser sur des crèmes, tout ce genre d'absurdité, misons sur des jobs solides, consolidons nos acquis, tout notre bagage professionnel. Il y a toujours des fossés immenses qui se creusent à l'arrivée d'un premier enfant, les femmes qui sont complètement... qui tout à coup, elles ont bac plus 10, tout à coup, toutes ces compétences sont perdues, hein. Elles se mettent à temps partiel, elles prennent des jobs d'appoint. Oui. Qu'est-ce qui doit changer pour... comment faire en sorte de bien vieillir? C'est ça le sujet de mon livre. Pour comment transcender son âge. On doit être dans la création, on doit se penser comme des êtres entiers, achevés. Moi, toutes les relations qui m'ont apporté énormément de satisfaction et de bonheur dans ma vie, c'était des relations dans lesquelles j'existais en tant que sujet. Il y avait une vraie connexion émotionnelle, j'étais vraiment une personne dans le regard de l'autre. Oui. Donc... après, c'est très bien de faire l'expérience une fois dans sa vie, d'être en couple avec un homme qui nous considère comme un bibelot d'étagère. Les expériences contrastantes sont très utiles parce qu'ensuite elles nous permettent aussi d'apprécier les gens qui nous voient vraiment. Avoir un regard critique sur effectivement tous ces contes de fées qui donnent un rôle passif à la femme, hein. Elle dort pendant 100 ans, elle fait quasiment rien. Et l'homme a un rôle actif. Donc là, j'évite vraiment de lui lire ce type d'histoire. Quand elle me les réclame, je les déconstruis avec elle. Oui. Parce que moi, personnellement, ce n'est pas des histoires qui m'ont épanouie enfant. Blanche-Neige, Cendrillon, lui expliquer que dans sa vie, elle doit tenir les rênes, elle doit être sur le siège conducteur et pas sur le siège passager. Mm-hmm. Si je comprends bien, vous ne donnez pas votre âge, jamais. Pourquoi taire son âge? C'est une question qui est rarement neutre, hein. Quand quelqu'un vous la pose, c'est très souvent parce que cette personne a besoin de se situer par rapport à vous. Donc en termes de carrière, en termes de vie familiale, il a besoin de voir où il en est
à quel rythme vous avez vécu votre vie, s'il est en retard par rapport à vous, s'il est en avance par rapport à vous. Et d'ailleurs, ça déstabilise beaucoup les gens de ne pas connaître votre âge. Déjà ça, c'est assez désagréable. Et ensuite, j'ai remarqué que quand l'âge apparaît dans la conversation, l'interlocuteur se sent en droit de m'expliquer ce que je dois faire, ce que je n'ai pas encore fait mais c'est trop tard pour le faire, ce qui me reste à faire. Enfin, il y a toutes sortes d'injonctions liées à ce chiffre que je me prends dans la figure depuis à peu près, depuis que je suis née. Hein. Mais autant les femmes que les hommes qui réagissent comme ça. Les hommes, c'est lié à la carrière. Ouais. Donc s'il y a 30 ans, ils n'ont pas managé une équipe de 40 personnes, ça ne va pas, s'ils ne sont pas chefs de service. Enfin, c'est beaucoup lié à la progression, à l'avancement de la carrière. Les femmes, ça tout tourne autour de la mise en couple, de la maternité. Quand on est enfant, c'est à peu près la même chose. Est-ce que l'enfant s'exprime bien? Est-ce qu'il faut l'emmener chez le logopédiste à 2 ans parce qu'il n'arrive pas à prononcer correctement alors qu'on a vraiment franchement du temps dans la vie? On est trop pressé. Et est-ce qu'il est propre? Est-ce qu'il a encore une couche? Enfin, voilà, tout ça, on nous met déjà au pas par rapport à notre âge. Et dans la vie, en fait, il existe une multitude d'âges. Alors, je vais en donner 3. Donc, l'âge chronologique franchement, j'en ai ras-le-bol de l'âge chronologique. Ensuite, il y a l'âge biologique, c'est-à-dire si on prend soin de soi, si on fait du sport, si on s'alimente à peu près correctement, on ne va pas avoir le même âge biologique qu'un gros fumeur qui boit et qui mange du McDo tous les jours. Et ensuite, il y a l'âge sociologique. Aujourd'hui, une femme de 30 ans, c'est une femme extrêmement jeune. Ce n'était pas le cas quand Balzac a écrit La femme de 30 ans, hein, c'était quasiment une grand-mère. Donc la perception de l'âge évolue aussi en fonction des progrès de la médecine, en fonction de la société, de voilà, comment on perçoit l'âge à un instant T. Et donc toute cette question autour de l'âge, elle me paraît assez rébarbative, très figeante au final. On veut nous enfermer dans une catégorie d'âge pour nous vendre toutes sortes de choses. Hein. Ah oui, la crème première ride. Oui, maintenant c'est le moment de lire magazine senior. J'ai pas envie de ça. Vous parlez de vos 2 pères. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots justement de ces 2 hommes? J'ai la chance d'avoir eu 2 pères. J'ai pas eu de mère parce que, bon, il y a des femmes qui n'ont pas du tout. Alors on parle d'instinct maternel. Moi, je pense que c'est une construction sociale, hein, que l'instinct maternel n'existe pas. Mais donc, il se trouvait que j'ai eu la chance d'avoir 2 pères, donc mon père et le deuxième mari de ma mère, qui sont des hommes fantastiques, qui n'ont jamais fait aucune différence. Ils m'ont élevée comme un être humain finalement, sans me dire allez, non, les petites filles, ça se comporte comme ça porte tel type d'habit, ça tel. Enfin, il n'y avait rien de tout ça. Au contraire, mon père en fait m'interdisait de porter des robes, ce qui moi m'a beaucoup énervée quand j'étais petite. Il voulait toujours m'habiller le plus confortable possible. Et ça, c'était une sorte de diktat aussi. Alors, c'était un sorte de diktat inversé. Il ne fallait pas du tout que je ressemble à une petite fille, il fallait que je ressemble à un petit samouraï. Voilà, il fallait que je porte des habits larges, très confortables, des pantalons. Il détestait les froufrous, le rose, les tiares. Et moi, j'ai eu vraiment ma période froufrou, rose et tiares. J'avais interdiction de jouer au Barbie. Mais pour quelle raison il ne m'a jamais expliqué pourquoi. Okay. C'était comme ça. À Noël, je déballais les cadeaux dépités. Donc il n'y avait que des puzzles, des jeux de mémoire, de concentration. Alors que moi, je voulais le kit poney. Donc voilà. Mais finalement, je leur remercie parce que je pense que j'ai échappé quelque part au lavage de cerveau qu'on opère sur les petites filles très tôt. On les dirige vers des rôles de ménagère. Mes 2 papas m'ont vraiment dirigée m'ont vraiment appris à habiter pleinement ma vie, à me positionner de la même manière qu'un homme. Alors après, en tout cas c'est le message que j'ai reçu, clairement d'eux. Donc vous n'avez pas vraiment souffert justement de ce diktat du coup Pas dans le regard de mes pères, non. Dans le regard de pour mes pères, j'étais pour mon père et mon beau-père, j'étais parfaite telle que j'étais. Mon père a toujours détesté
quand je me maquillais. Après, ensuite, quand j'ai grandi dans le regard des hommes, oui, non, là j'ai souffert comme toutes les femmes. Hein. Souffert, c'est un grand mot. J'ai bien compris certaines injonctions et j'ai bien compris que l'apparence extérieure était un facteur d'intégration sociale et qu'il fallait respecter une certaine beauté hétéronormée. Ça, je l'ai bien intégré. Le problème, c'est pas la recherche d'un corps beau. Vouloir être beau, c'est un objectif tout à fait légitime dans une société, étant précisé que la beauté est quand même aussi quelque chose qu'on construit culturellement. Hein. D'ailleurs, on le voit, une femme belle aujourd'hui, c'est pas, il y a 2 siècles, c'était encore différent. Enfin, c'est une construction. Nos goûts sont culturellement construits. Mais la recherche d'un corps beau n'est pas problématique, c'est l'assignation à la beauté et à travers elle à un certain rôle, celui d'objet désirable, qui est problématique. Est-ce que vous avez le courage de nous lire un petit extrait? Oui. Oui. C'est un extrait qui vient du chapitre du Pygmalion. Hein. Plus qu'une poupée gonflable, ces jeunes femmes m'évoquent des poupées de cire fondant au contact de l'homme qu'elles aiment. Il est d'ailleurs intéressant que le mot épouse soit à la fois un nom qui désigne une femme unie à un homme par le mariage, mais aussi un verbe qui signifie s'adapter exactement à une forme, un tracé. La langue espagnole va encore plus loin puisque le mot épouse au pluriel, esposas, signifie également menottes. Être un couple, c'est ne faire qu'un, oui, mais lequel? Interroge le dramaturge Oscar Wilde. À l'évidence, vivre avec ces hommes est un cadeau que ces poupées de cire payent de leur propre disparition. Merci Amanda Castillo. Merci. Je vais te poser un questionnaire rapide qui s'appelle Si vous étiez, il faut répondre sans réfléchir. Ok. Si vous étiez une couleur. Le rouge. Un animal. Un chat. Un livre. Alice au Pays des Merveilles. Un film. Le Magicien d'Oz. Un voyage. La Malaisie. Un pays. La Chine. Un sport. Ouh là là, je suis tellement pas sportive. Un sport, le ping-pong. Si vous pouviez faire 3 vœux. Je ferais vraiment... Alors, premier vœu, ça serait par rapport à... Je suis assez anxieuse par rapport à l'écologie, l'avancement, enfin comment on va régler tout ce problème d'empreinte carbone. Donc trouver des sources d'énergie non polluantes et que tout le monde s'en empare et qu'on arrive à dépolluer cette planète de son plastique, de ses énergies fossiles. Le deuxième vœu, je ferais vraiment le vœu que l'humanité devienne végétarienne, qu'on arrête de consommer des animaux, qu'on les respecte, qu'on les traite vraiment comme des sujets et plus comme des biens de consommation. Et le troisième vœu, ça serait vraiment qu'on arrive à une égalité des sexes très très rapidement. Selon l'ONU, je crois que c'est dans 200 ans. Donc je ne vais pas avoir ça, intéressant. Ma fille ne verra pas non plus. Je ferais vraiment le vœu que ça arrive là, maintenant, tout de suite. Ok, merci Amanda Castillo Anne-Laure d'être venue à la petite librairie et à bientôt. À bientôt. Au revoir.